Il estime que les anciens génocidaires Tutsis sont réfugiés en RDC et ne se contentent pas en RDC d'être des réfugiés politiques. Ils se sont réorganisés et lancent des contre-offensives et des attaques constantes sur son territoire. Et ils donnent des localités. Voilà la position Kagame. Je ne prends pas parti, je donne schématiquement, rapidement les positions. M. Tshisekedi estime que Kagame, de façon unilatérale, sans raison, sous ce prétexte fallacieux, la rébellion. Sur ce prétexte fallacieux qu'il hébergerait, que la RDC hébergerait les anciens génocidaires, sur ce prétexte fallacieux, a décidé d'attaquer son territoire. D'attaquer son territoire. Question. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que M. Kagame dit? Deuxième des choses, M. Tshisekedi, dans sa gestion du pouvoir, est-ce qu'il n'a pas conduit à la situation actuelle? Le régime de Paul Kagame soutient le M23, qui est un mouvement terroriste qui sévit à l'est de la RDC depuis des décennies. Pour rappeler qu'il y a eu une guerre aussi en 2013, ils avaient été vaincus, ils sont rentrés dans des camps en Ouganda et au Rwanda, et puis ils ont recommencé cette année pour de nouveau semer le crime, la terreur et la désolation à l'est de la RDC. Ils occupent quelques parties de notre territoire et le Congo se bat pour défendre sa souveraineté. Et comme il est établi avec des preuves concrètes, qui d'ailleurs sont aussi recueillies dans un rapport des Nations Unies. Rapport confidentiel, hein, il faut rapport préciser. confidentiel, mais dont des fuites ont été, disons, déjà diffusées. Et puis aussi, il y a eu notamment le travail du GIEC, le groupe d'études pour le Congo, qui est un groupe indépendant, qui l'a dit que le Rwanda soutient le M23. D'ailleurs, dernière chose en date, aujourd'hui même, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a fait un tweet où il urge en anglais, ça veut dire il demande instamment, urgemment au président Paul Kagame de cesser son soutien au M23. Ces preuves accablantes ont déjà été fournies, comme on dit en anglais, smoking guns evidence. On a des tenues, on a des troupes, on a des témoignages. Tous ces témoignages... Ces images n'ont pas été rendues publiques. Tous ces témoignages, la MONUSCO les détient. La MONUSCO les détient. Ce rapport que vous dites confidentiel de l'ONU, il est établi et il existe. Et en plus, toutes les instances internationales qui de plus en plus commencent à voir la vérité et à dire surtout la vérité en demandant au Rwanda de cesser l'aide au M23, sachant bien que la solution de la paix durable au Congo se trouve non pas à Bunagana, là où sont le M23, mais se trouve à Kigali. C'est Kigali qui détient la clé de la fin des hostilités en RDC. Il y a en même temps un processus diplomatique qui est en jeu, un processus diplomatique qui est en marche. Et précisément, le 23 novembre dernier, à Luanda, il y a eu un mini-sommet, vous avez suivi, un mini-sommet au bout duquel certaines décisions ont été prises, avec un chronogramme, un calendrier précis, qui disait que le M23 devait d'abord déposer les armes, se retirer, être cantonné, désarmé. C'est plutôt l'inverse qui se produit actuellement. Mais c'est le M23 qui ne respecte pas ces engagements, les engagements qui ont été pris par le Rwanda pour le M23, souvenez-vous. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance, si vous voulez, explicite du Rwanda que c'est eux qui tirent les ficelles, puisque c'est un ministre des Affaires étrangères rwandais qui a signé au bas des décisions du sommet de Luanda. Et bien de ce point de vue-là, le M23 doit désarmer et doit se retirer et peut-être justement, à certaines conditions, rejoindre le processus de pourparlers politiques intercongolais, si ce sont vraiment des Congolais, à Nairobi, ce dont vous avez parlé dans votre précédent sujet. Les autorités congolaises, elles rendent des comptes à leur population parce que c'est un des engagements fermes du président Tshisekedi dès sa prise de pouvoir en 2019. Il a dit que la paix, une paix stable, une paix durable à l'est du Congo, c'était son engagement le plus ferme. Il a même dit au prix de sa vie. Il a renouvelé encore le 3 novembre dernier quand il a fait un discours à la nation, quand il a parlé yeux dans les yeux à son peuple pour les appeler à la mobilisation. Donc de ce point de vue-là, les autorités congolaises sont conscientes de leurs responsabilités, elles les assument complètement. En revanche, la communauté internationale, parlons-en. Vous m'invitez aujourd'hui sur TV5, vous le faites de temps en temps avec des responsables congolais, mais il faut en parler. Il y a eu un massacre à Kicheche récemment. On parle de près de 120 morts, mais on n'entend pas les médias. Il y a un silence assourdissant de toutes les chancelleries occidentales. Pourquoi? Est-ce qu'un mort congolais ne vaut pas un mort d'un autre pays? C'est un scandale, monsieur. Ça fait 25 ans qu'au Congo, on tue, on viole et on brime le peuple congolais. On en a assez au Congo, on a envie que ça change. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui,
c'est le conflit à l'Est. C'est le M23 qui doit déposer les armes, se démobiliser et aller dans des cantonnements. C'est ça le sujet. Et le président Kagame, il ne trouve rien de bien que de commencer à faire des considérations sur les élections au Congo. Il n'est pas un modèle de démocratie. Je referme la parenthèse du président Kagame. En revanche, les élections au Congo, vous savez, il y a une CENI chez nous. CENI, ça veut dire, le I de CENI, ça veut dire indépendant. Justement, hein, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle fait son boulot, elle a reçu l'argent de la part du gouvernement, c'est-à-dire les engagements de l'État congolais sont tenus pour que la CENI puisse organiser des élections. Ils ont publié le calendrier électoral récemment, le 20 décembre 2023 auront lieu dans ces élections présidentielles. L'enrôlement va commencer dans les jours qui viennent. Laissons faire la CENI, laissons la CENI faire son boulot. Les élections se tiendront, mais certains n'ont peut-être pas envie que les élections se tiennent. C'est de là que vient le problème. Ceux qui sont aujourd'hui les fauteurs de troubles, ceux qui tirent les ficelles de la déstabilisation de l'Est du Congo, c'est eux qui ne veulent pas que les élections se tiennent au Congo. Mais heureusement, pour l'instant, leur déstabilisation, et elle sera contenue dans des infimes proportions du territoire congolais, partout ailleurs, ça se passe bien. Et justement, le piège de ceux qui sont les adversaires du Congo, les fossoyeurs de l'unité congolaise, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on ne parle du Congo que quand il y a des problèmes. Vous ne m'invitez que pour parler des problèmes à l'Est, alors que le Congo aujourd'hui c'est un pays qui est en train de renaître. Il y a des réformes qui sont mises en place. Le président Tshisekedi est en train de mettre en place un pays qui se relève. Vous savez qu'on est passé en 3 ans de 4 milliards à 15 milliards du budget de l'État. Aujourd'hui, on a les moyens de développer ce pays. Ça n'a pas été fait dans les années précédentes, mais malheureusement, certains ennemis du Congo veulent nous ramener toujours à des problèmes d'insécurité, à des problèmes de déstabilisation dans l'Est. Il estime que les anciens génocidaires Tutsis sont réfugiés en RDC et ne se contentent pas en RDC d'être des réfugiés politiques. Ils se sont réorganisés et lancent des contre-offensives et des attaques constantes sur son territoire. Et ils donnent des localités. Voilà position Kagame. Je ne prends pas parti, je donne schématiquement, rapidement les positions. M. Tshisekedi estime que Kagame, de façon unilatérale, sans raison, sous ce prétexte fallacieux, sous ce prétexte fallacieux qu'il hébergerait, que la RDC hébergerait les anciens génocidaires, sous ce prétexte fallacieux, a décidé d'attaquer son territoire. D'attaquer son territoire. Question. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que M. Kagame dit? Deuxième des choses, M. Tshisekedi, dans sa gestion du pouvoir, est-ce qu'il n'a pas conduit à la situation actuelle? La RDC est un pays, en ce moment, extrêmement déchiré, sur le plan politique et même la population. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un véritable projet. Je rappelle qu'il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel à Bruxelles, parce qu'il y avait un sous-fif de M. George Soros. Luc Michel expliquera ça très bien. A décidé de les réunir à Genève dans une chambre d'hôtel pour trouver le candidat de la coalition. Ses amis, les amis de son père, ont contesté cette histoire. Il s'est retrouvé à Nairobi dans une autre chambre d'hôtel sous l'égide de M. Kenyatta avec Améré. Et ils ont scellé un accord politique. Quand il est donc arrivé au pouvoir, M. Kabila lui a donné un État plus ou moins organisé. Un État qui avait une constitution que lui contestait quand il était dans l'opposition. Vous vous souvenez, M. Kabila n'arrivait plus à faire une sortie. Le problème mondial était de demander à M. Kabila s'il allait respecter la constitution. Il a organisé des élections transparentes. Il a gagné ce qu'on peut appeler des élections locales et provinciales. Son candidat a perdu l'élection présidentielle, il a remis le pouvoir avec une armée structurée ayant domestiqué le M23. Quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il va non seulement déconstruire son alliance politique avec M. Kabila, mais il va désorganiser l'armée dans une sorte de nomination et surtout, il n'aura pas la réflexion stratégique de se dire que derrière ce M23, il y avait quand même un certain nombre de parrains, et dont le grand parrain est Washington. C'est-à-dire que continuer
la réflexion qu'avait déjà menée le président Kabila, à savoir se lier à la Russie et éventuellement installer une base militaire, une véritable base militaire complète, avec un certain nombre de variétés. Par exemple, des commandos de combat, ils pouvaient avoir l'expertise israélienne, les troupes aéroportées pouvaient être l'expertise russe et peut-être samarine avec l'expertise brésilienne. C'est-à-dire que faire une diversification de partenariats et anticiper sur une véritable reconstitution du M23. La situation est telle qu'elle est. Aujourd'hui, il en appelle à l'union sacrée. Mais obtenir l'union politique sera un problème. Or, il aurait pu, à partir de son alliance avec le président Kabila, c'est vrai que c'est ça le problème des majorités obèses. Les majorités obèses ont un problème, c'est qu'à l'intérieur des majorités, des clans se battent. Des clans se battent à l'intérieur des majorités. Et il est vrai qu'il y avait des éléments incontrôlés qui perturbaient l'action gouvernementale. Mais ça aurait pu être réglé par une discussion politique avec le président Kabila. C'est-à-dire que M. Tshisekedi et le président Kabila auraient pu domestiquer en quelque sorte ces turbulences. Mais il a préféré déconstruire cette alliance, mettre M. Kamere, pour des raisons aujourd'hui dont des gens expliquent qu'il ne veut pas faire appliquer l'accord de Nairobi, qui explique qu'à la prochaine élection présidentielle, M. Tshisekedi doit soutenir M. Kamere à l'élection présidentielle. L'accord de Nairobi expliquait que M. Kamere soutient M. Tshisekedi. 5 ans après, M. Tshisekedi se range derrière M. Kamere. Parce que la justice congolaise a blanchi totalement M. Kamere. Donc, il est arrivé au pouvoir, il s'est jeté dans les bras de Washington. Il s'est retrouvé aux États-Unis à être reçu par les dirigeants américains qui recevaient les démocrates. Et à cette réception, il y avait M. Yuri Museveni, il y avait les Kagame. Il se retrouvait dans les bras de l'Union européenne en expliquant qu'il va faire vacciner tous les Congolais. Il s'est jeté dans les bras de M. Macron qui expliquait que je veux faire négocier en quelque sorte les droits de tirage spéciaux sur vous. Bref, il n'a pas travaillé pour les intérêts stratégiques du Congo. Il n'a pas travaillé pour la sécurité du Congo. Il n'a pas travaillé pour une véritable alliance politique du Congo. Il n'a pas réconcilié les Congolais. Il n'a rien fait. Voilà le résultat. Il paye ses frais aussi. Il paye les frais. Donc il ne s'agit pas de soutenir M. Kagame, que nous dénonçons depuis. Qui ne le sait pas? Comment arrive M. Kagame au pouvoir? Le président Banda a l'habitude de dire que M. Kagame est un matricule de la CIA. C'est un matricule. Son complice, M. Museveni, c'est un matricule. Il en est surpris. Il ne s'agit pas de M23. Il s'agit des États-Unis dans tout ce que Luc Michel a expliqué, le président Banda a expliqué, dans tout ce que j'ai expliqué, de dire à cette Afrique centrale que vous n'allez pas vous tirer en si bon compte. Vous ne pouvez pas avoir la deuxième réserve forestière du monde. Il suffit d'une politique forestière pour que nous influencions le climat, nous. Vous ne pouvez pas avoir ça. Je dis l'Afrique centrale peut influencer le climat dans le monde. Nous avons la deuxième réserve forestière. Et vous savez ce que ça peut avoir comme conséquence. Ici découvre chaque jour du pétrole. C'est-à-dire que ce que je peux appeler de la richesse stratégique. Mais, et avec la caractéristique, comme l'a dit Luc Michel, nous, d'avoir des présidents qui ont 30 ans, 40 ans de pouvoir. Donc, les successions vont pratiquement se faire au même moment. C'est-à-dire que les successions vont se faire à l'intervalle de pratiquement 3-4 ans. On aura 3, 4, 5, 6 successions au sein du bloc CEMAC, qui est aussi le coffre-fort d'abord de la CEAC. Le président Déby est tombé au front, nous n'en savons rien, mais quand vous regardez le président Sassou, le président Obiang, le président Biya, et même le système politique en Angola, vous vous rendez compte que ce sont des systèmes politiques qui durent et il y a des successions à mener. Donc, voilà l'enjeu de cette histoire. Donc, nous condamnons l'agression en quelque sorte de M. Kagame, mais M. Tshisekedi, pour moi, c'est un véritable problème. Parce qu'il faut un homme politique. C'est pour ça que moi, j'ai souvent dit que les questions politiques doivent être résolues par des questions politiques. Laissez-moi parler pour moi. Je risque bientôt d'être en appelé le président Kabila à revenir. Parce que quand le président Kabila arrive au pouvoir, il n'y a rien. C'est 2 millions de kilomètres carrés livrés au pillard. Il n'y a rien. Il est rappelé du front. Son père vient de se faire assassiner en présence de M. Mota, son conseiller économique. Il prépare la liste de personnes qui doivent arriver au sommet France-Afrique sur Yaoundé. Ils doivent prendre l'avion le lendemain à 8 h. Le sommet se tient au palais des congrès. Ils ont envoyé
toutes les informations au Cameroun et au président Biya. Il se fait assassiner là. Son fils est rappelé du front. Voilà comment le président Kabila prend le pouvoir. Et il n'y a pas d'État, il n'y a pas de république. Il commence par doter ce pays d'une constitution. Et il organise l'État. Quand il remet le pouvoir sur le plan économique, il a atteint le pic de 9% de taux de croissance. Ceux qui ont été à Kinshasa peuvent dire que c'est une ville construite. Ceux qui ont été à Kinshasa, le président Banda Yaté, le professeur Mbelek certainement, Luc Michel très certainement. Donc, tout a été déconstruit. Tout a été déconstruit. Au nom, véritablement. Et dans une situation comme celle-là, ça a été quoi sa réponse stratégique? D'appeler la France pour organiser les forces armées et les forces de sécurité. La France était en RCA. La France était au Tchad. La France a été au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Elle en est partie de Guinée-Conakry, en Mauritanie. Ces pays ont passé 3 décennies de déstabilisation. Et la réponse du président Tshisekedi a été d'appeler la France pour réorganiser soi-disant les forces de sécurité qui justement ne sont pas organisées et qui ont le moral à plat. Je chute. Des alliés se manifestent. Le Kenya met un bataillon. Il négocie soi-disant avec le Burundi. Mais sauf que Kagame a une arrogance pas possible. Il en rigole presque, Kagame. Il en rigole presque. Parce que véritablement, il sait, et il sait le soutien militaire qu'il a dans cette histoire. On risque de se retrouver donc avec une SADC et une CAC où des alliances militaires et des combats militaires naissent. C'est-à-dire qu'une forme d'affrontement entre la France et les États-Unis chassant la France, mais faite par des Africains sur le territoire de la RDC. On risque de se retrouver dans une histoire comme celle-là. Tout simplement parce que M. Tshisekedi n'a pas pu être véritablement un homme politique, domestiquer des contradictions, se mettre à la hauteur d'un homme d'État, gérer le dossier Caméré différemment, et c'est là où le président Banda disait qu'il faut hiérarchiser les priorités. Même s'il y avait manipulation d'argent d'une certaine façon, il fallait penser à l'alliance politique qui permettait avoir M. Caméré, avoir le président Kabila, domestiquer la classe politique, ne serait-ce que pour ce qu'on peut appeler l'union sacrée. La RDC aujourd'hui est déchirée et les forces armées souvent, au sein des forces armées, c'est souvent le reflet de, comment je vais dire que, de la gestion politique. Donc les forces armées aussi sont assez politisées en RDC, sont aussi totalement déchirées. Résultat des courses, on est dans cette situation. Nous suivons ça au sein de la CEMAC avec beaucoup d'attention parce qu'il est clair qu'il ne s'agit pas seulement de déstabiliser la RDC. Et Kagame devient un problème. Il s'agit de quoi? Parce qu'il s'agit d'attaquer la CEMAC. Sauf que les troupes de Kagame sont en RCA. Les troupes de Kagame sont en RCA. Et vous voyez que dans une situation comme ça, eh bien, le président Touadéra difficilement prendra position. Parce que les militaires de Kagame sont là. Donc, c'est très complexe. C'est une situation très complexe. C'est d'ailleurs, ça fait partie des inquiétudes même de la RDC aujourd'hui, le président Tshisekedi qui s'en offusque de la présence des militaires rwandais en RDC pour dire son pays pratiquement ceinturé à l'est aussi et aussi en RDC. Mais oui, mais merci beaucoup, président. Mais Kagame explique qu'il veut se donner une zone tampon. C'est-à-dire qu'il veut contrôler un espace de territoire de la RDC qui permettent à ce que les génocidaires Tutsis ne puissent plus attaquer son territoire. Mais la conséquence de ça risque d'être quoi? C'est-à-dire que la zone tampon, ces territoires-là, soyez pas surpris qu'elle demande à faire sécession. C'est-à-dire que contrôler toute la période du Nord Kivu, toute cette période de l'Est de la RDC, soyez pas surpris qu'on agite des acteurs à l'intérieur qui demandent carrément à faire sécession comme cette aventure de l'Ambazonie qu'on a eue. Qui était derrière l'Ambazonie? Qui est derrière l'Ambazonie? Question. C'est un peu comme au Soudan du Sud. Question. Qui était derrière la sécession du Soudan du Sud? Donc voilà la situation de la RDC qui est une situation extrêmement grave. Donc il faut empêcher la balkanisation et le dépeçage de la RDC. Nous apportons là un soutien au président Tshisekedi, mais en même temps, la gestion politique, ça a été une véritable catastrophe, l'arrivée de ce monsieur à la tête de la RDC. Une véritable catastrophe. Voilà où il a conduit le pays.